Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Santé et sciences humaines, collection fondée par Jean-François Desjeux. Déjà paru. Béatrice Grandory, Darwin Pasteur, Koch et Freud dans le roman 2012. L'évolution et la santé dans la réalité et l'imaginaire européen. Isabelle Gobbatto. Être médecin au Burkina Faso, 1999. Claude Fouché, Vécu identitaire et cécité tardive. La vie associative comme restauration du lien social, 1997. Jacques Rufini, Michel Gaillard ed. Ouvrage collectif, pratique psychogériatrique, la jeunesse d'une équipe multidisciplinaire, 1996. Michel Croce, Les mots de l'autre. La maladie comme objet anthropologique, 1996. René Clissedauchy, médecine traditionnelle du Maghreb. Rituel d'envoûtement et de guérison au Maroc, 1996. Didier Vrancken, L'hôpital d'Éridée, 1995. Isabelle Bardem, Isabelle Gobbatto, Mots d'amour, vie de femme, 1995. Angèle Nyermalbet, Migration et conditions sanitaires, 1995. Déano, Les pharmaciens, 1995. OKUTY, Innover à l'hôpital. Analyse sociologique d'une unité de dialyse rénale, 1994. J.F. Desjeux et Monsieur Twamy ed. Alimentation génétique et santé de l'enfant, 1994. Mohamed Mebtoul, Une anthropologie de la proximité. Les professionnels de la santé en Algérie, 1994. Ngwald, Une anthropologie de la proximité. Les professionnels de la santé en Algérie, 1994. Desjeux, I. Favre, JSIMONGIOVANI, Anthropologie d'une maladie ordinaire. Étude de la diarrhée de l'enfant en Algérie, Thaïlande, Chine et Égypte, 1993. Exergue. Nous n'avons pas eu le même passé, mais nous aurons le même avenir, l'heure des destinées. Singulière et révolue, nul ne peut vivre de là. Seule préservation de soi. Cheikh Hamidou Kane. L'aventure ambiguë, 1961. Avant-propos. Inventivité d'un virus, multipolarité d'une maladie, singularité, incertitude, leçon apprise. C'est parce qu'elle réunit certaines caractéristiques singulières que la pandémie Covid-19 peut être reconnue et décrite tout à la fois comme inédite, complexe et déstabilisante. Inédite du fait des circonstances de sa révélation, et en particulier le climat de suspicion qui a entouré sa date réelle d'éclosion. De la brutalité et de l'ampleur d'une première vague épidémique qui, en peu de temps, a pu s'étendre sur toute la planète. De l'incertitude liée à l'imprévisibilité de son impact sociétal, et notamment le ressenti plutôt violent au niveau des populations, victimes ou non. Du degré de solidarité qui a été généré à cette occasion, surtout, mais pas seulement, entre ou à l'endroit des personnels de santé, mais également pour les personnes âgées, considérées comme les plus fragiles face à la maladie. De la dimension des dommages collatéraux induits, au plan non seulement sanitaire, social ou culturel, mais aussi des sphères de l'économique et du politique. Complexe du fait de son origine restée énigmatique. Un virus nouveau, agressif, meurtrier, multi-cible dans l'organisme humain, avec des manifestations extra-respiratoires atypiques et une évolution encore mal circonscrite. De son intervention sur des processus à la fois immunitaires, inflammatoires, vasculaires et thrombotiques, ce qui en complique la prise en charge. Des incertitudes qui entourent tout autant sa fulgurante dynamique de propagation, son inventivité au plan des mutations que la variabilité des réponses immunitaires de l'hôte, toutes choses faisant craindre que des mortalités plus violentes et traumatisantes puissent émerger. Des particularités de la riposte, mesures sanitaires et mesures politiques, à laquelle elle a donné lieu dans différents pays. Réactions malheureusement parfois tâtonnantes, très souvent peu concertées et à géométrie variable, de gouvernants en désarroi, dont certains en Europe, avec parfois arrogance, se croyaient en capacité d'échapper. Déstabilisantes, du fait des errances au début, de la part du corps médical et de la science elle-même,
dont la surestimation du crédit de son expertise technique a failli être remise en cause, quant aux singularités du mécanisme intime de la pathologie observée et au traitement fiable qu'il fallait lui opposer. De l'impréparation flagrante de la plupart des pouvoirs publics, attestée par une certaine impuissance affichée au départ par les systèmes nationaux de santé, s'agissant du management d'un grand cataclysme sanitaire. De la déstabilisation subséquente des principaux circuits ou leviers de commande du développement des pays affectés, suite à des mesures de confinement puis déconfinement de populations en alerte maximale, décision éminemment politique. On sait que cela a entraîné un affaiblissement général subi, puis une dégradation significative des économies nationales, avec des conséquences sociales stressantes et ce, à travers la planète tout entière, à quelques exceptions près. De l'importance de la récession mondiale qui s'en est suivie, et qui commande un sursaut de notre intelligence et notre détermination commune à reconstruire le monde de demain. Des questionnements générés en la circonstance par des comportements humains marqués par la peur, les inégalités sociales révélées, et les réflexions induites sur la capacité de l'humanité à affronter de tels défis, sans remettre en cause les modèles de pensée, les habitudes de démocratie ou les approches de développement. C'est à l'épopée médico-scientifique de ce virus, baptisé SARS-CoV-2, et à l'origine d'une maladie dénommée par l'OMS de l'acronyme anglais de Covid-19 que nous consacrons le présent ouvrage. Nous avons eu en effet l'immense opportunité et privilège de vivre, en temps réel, le développement de cette pandémie, d'abord vue depuis l'Afrique pendant ses 6 premiers mois, février à juillet 2020, puis depuis l'Europe pour les 9 mois suivants, août 2020 à avril 2021. Avec le recul, et au-delà d'un certain ressenti, nous voudrions nous employer ici à une sorte de feuilletage des connaissances, aux fins d'une appréciation critique, de la première plus importante pandémie du XXIe siècle. On sait maintenant que celle-ci, au-delà de sa singulière spécificité, nous aura offert les facettes étonnantes d'une immense crise sanitaire mondiale. Il pourrait paraître ambitieux pour les uns, difficile pour certains, risqué pour les autres, de faire à ce stade l'analyse d'étape d'un phénomène qui a ébranlé notre planète Terre depuis plus d'1 an. Mais à notre sens, un tel exercice s'impose comme une nécessité de synthèse et de réflexion, si nous voulons que le pilotage en cours de la pandémie actuelle, et peut-être d'autres épidémies à venir, connaissent le moins de ratés possible, nous amène à revisiter notre potentiel de réactivité, à apprendre de nos erreurs et à réduire le degré de nos ignorances accumulées. Au surplus, cette crise de la Covid-19 ne nous interpelle-t-elle pas aussi sur les interrogations en relation avec la gestion de l'incertitude et ou du risque dans le monde d'aujourd'hui et de demain, de même que les complexités qui s'y attachent? L'ouvrage est divisé en 3 parties. Dans un premier temps, nous présentons certains prérequis susceptibles d'aider à un meilleur éclairage du sujet central, la pandémie Covid-19. Il s'agit notamment des spécificités d'un pouvoir de l'invisible, l'univers des virus, du contexte visible particulier qui s'attache à ces manifestations au sein de la biodiversité, du différentiel de perception qu'ont pu avoir les populations face à l'avancée inquiétante et meurtrière de certains pathogènes, des alertes inventoriées comme menace de mondialisation du péril infectieux et partant de la compréhension même de la notion de risque en santé publique au sein des sociétés humaines. Ensuite, nous abordons les aspects plus proprement scientifiques, médicaux et sociétaux relevant de la brusque émergence du virus SARS-CoV-2, et les premiers enseignements qu'on peut tirer de la riposte mondiale apportée à ce que certains présentent autant comme une syndémie qu'une pandémie. Enfin, nous tentons une analyse et une réflexion sur les conséquences, sanitaires et non sanitaires, du cataclysme vécu, ainsi qu'une esquisse de projection des interrogations majeures qui pourraient surgir dans les crises sanitaires du futur. L'ouvrage se donne aussi pour ambition de servir de plaidoyer, afin que nous soyons beaucoup plus attentifs et réactifs que par le passé, sur certains grands défis planétaires qui menacent notre humanité. Les défis dont un bien curieux virus a réussi à lui seul, à cristalliser pratiquement toutes les dimensions les plus significatives de nos interrogations, que celles-ci relèvent de la science et de la technologie, de la santé et du développement socio-économique, de la gouvernance des États, de la coopération d'échange et de partage, de la défense des biens d'intérêt collectif, ou plus globalement de nos comportements au regard de la survie des sociétés humaines.
2. Les micro-organismes vivants. Histoire et spécificité d'un pouvoir invisible. Mondialisation du risque sanitaire infectieux. La nature ubiquiste des agents pathogenes. Les micro-organismes vivants rangés, depuis le XX siècle, sous l'appellation popularisée de microbes, au-delà de leur caractère fascinant, intriguent par leur potentiel pathogène pour certains d'entre eux. Un potentiel qui peut provoquer à l'occasion des peurs collectives d'une contagion de masse au sein des populations affectées ou en risque de l'être, ce qui a pu aller parfois jusqu'à la psychose d'une apocalypse destructrice. On estime à plus de 1500 agents pathogènes le nombre de ces micro-organismes connus de par le monde comme infectant l'homme. Parmi eux, les virus, dont l'étymologie latine rappelle que ce terme désignait tout autant un suc, une humeur, un venin qu'un poison. On comprend que certains biologistes continuent encore à se demander quelle est leur place dans le processus évolutif et l'arbre phylogénétique du vivant, encore qu'il n'existe aucune définition unanimement acceptée du système du vivant. Le virus appartient en effet à un univers mystérieux qu'on a longtemps situé entre le vivant et l'inerte, ou entre la vie et la non-vie. Au motif qu'il lui manque les systèmes essentiels à l'activité biochimique de la vie, ce qui le contraint à un parasitisme indispensable à leur survie. Peut-être devrions-nous y voir des précurseurs de la vie, sous forme de briques élémentaires du vivant, petits fragments génomiques cellulaires, détachés d'organismes les plus divers à diverses périodes de l'évolution? Ceux-ci se seraient positionnés en véritables parasites intracellulaires obligatoires, en conservant des potentiels de transmission leur permettant de se multiplier, par détournement de la machinerie enzymatique et génétique de l'hôte à leur profit. Sachant que la découverte plus tard de certains virus géants, nucléocytoplasmiques large DNA viruses, a conduit des scientifiques à évoquer l'hypothèse d'un quatrième domaine du vivant. Un débat qui reste ouvert. Reste que les virus sont toujours fascinés par la structure et l'organisation de leur génome, leur diversité phylogénétique, leur stratégie de réplication, leur pouvoir de pathogénicité, leur mode de contamination et de dissémination, et même pour certains des organes ou tissus cibles dans le corps humain. Schéma 1. La nébulese des virus. Nous avons fort heureusement assisté depuis ces 2 derniers siècles à une avancée fantastique des connaissances de ce milieu, suite à la fabuleuse épopée d'hommes remarquables et l'essor de sciences nouvelles comme la microbiologie et l'immunologie, ce qui a révolutionné la médecine. L'analyse que nous avons faite en son temps de ces micro-organismes et d'autres, 17A, révèle qu'ils présentent tous des types variés de biotopes, en même temps qu'ils témoignent des spécificités de ce monde de l'invisible. Présents sur notre planète Terre depuis environ 3,5 milliards d'années, révélés à notre œil pour ce qui est des bactéries, grâce à la microscopie optique, et découverts seulement depuis moins d'un siècle pour ce qui est des virus, grâce à l'avènement de la microscopie électronique, ces créatures, aussi indispensables pour l'équilibre de la nature que menaçantes parfois pour notre vie animale, incitent à avoir une conscience engagée dans surveiller l'évolution. Nous connaissons déjà la capacité de certains de ces micro-organismes de vivre ou même survivre dans des milieux défavorables, voire inhospitaliers, y compris des niches écologiques singulières. Sources chaudes hydrothermales des fonds océaniques, permafrost, pergélisol sibérien glacial, eau hypersalée de certaines mers, déserts chauds ou froids, microfossiles des profondeurs terrestres, grottes aux températures extrêmes. En effet, bactéries, virus, prions, parasites, invitent le scientifique à une réflexion approfondie sur les êtres ayant pris siège dans notre environnement, au regard de leur structure génomique, leurs mécanismes de survie et de propagation, leur caractère inoffensif ou non. Nous devons être avertis de la possible guerre froide qu'ils mènent à l'homme, guerre traversée de temps à autre par de brusques vagues épidémiques d'agressivité. La diversité biologique de ceux de ces agents qui sont pathogènes est aujourd'hui bien établie, ainsi que les conditions et la typologie de leur émergence ou réémergence. Nous y reviendrons, plus particulièrement à propos des coronavirus nouveaux. Mais il est étonnant de faire d'emblée le constat fascinant de leur capacité d'adaptation, qui vont de pair avec des modes d'échappement parfois des plus subtils. Échappement aux mécanismes effecteurs, spécifiques ou non, qui commandent leur reconnaissance, à des phénomènes physiologiques comme la capture, la phagocytose ou la destruction. Il n'y a guère que les systèmes immunitaires ou d'histocompatibilité cellulaire,
qui gardent alors la faculté d'aider à repérer et identifier parfois leurs manifestations biologiques. Certes, nous avons pu essayer d'approcher la compréhension des interactions microbes-vecteurs-cibles, pour tenter d'appréhender les méandres de la complexité et de la subtilité de notre machine immunitaire humaine de défense. Reste que nous sommes habités par les interrogations résultant des leçons apprises de l'aventure dévastatrice de certaines maladies infectieuses au cours de l'histoire de l'humanité, ainsi que les facteurs multiples et intriqués qui l'expliquent. Les angoisses induites par le risque sanitaire infectieux, chaque fois que celui-ci arrive à être hors de notre contrôle. Les interpellations sur la gestion des menaces d'aujourd'hui, surtout lorsque celles-ci sont potentiellement déstabilisantes pour la santé humaine, notamment pour nos politiques de gouvernance sanitaire ou nos capacités de riposte. L'histoire des sciences nous enseigne que les grands fléaux épidémiques du passé, peste, choléra, grippe, variole, tuberculose, fièvre jaune, ont souvent façonné les sociétés humaines et la sphère de leurs croyances, voire leur spiritualité, leur habitat ou leur hygiène de vie. Sans compter que dans certains cas, leur apparition a pu coïncider avec des changements majeurs dans l'aventure de l'homme sur Terre, y compris les modes de survie ou de coexistence qu'il a dû s'imposer. Toutefois, ce qui demeure acquis, c'est que l'histoire plus précisément des crises sanitaires de nature épidémique est de plus en plus fortement liée aujourd'hui, tant au niveau de développement des pays, qu'aux risques infectieux et la dynamique complexe des propriétés adaptatives des pathogènes. Cette dernière a en effet trouvé comme terreau fertile nombre d'activités humaines qui contribuent, d'une manière générale, à amplifier ce risque. La perception par les populations humaines des manifestations de cette nébuleuse. La question de la perception que ces sociétés humaines ont des événements, à l'occasion des épidémies évoquées, nous paraît d'un intérêt supplémentaire. Déjà Thucydide dans La guerre de Péloponnèse, 413 av. J.C. Daniel Defoe dans Le journal de l'année de la peste, 1722, ou Albert Camus dans La peste, 1947, avaient fait état de réactions irrationnelles, d'accusations fantaisistes, de prières collectives, de prophéties gratuites, de querelles politiciennes à l'occasion des épidémies successives de peste. C'est dans le même créneau que s'inscrit l'épidémie de choléra, quand elle fut révélée pour la première fois en 1832 en France, alors qu'elle était partie du delta du Gange, Inde, en 1817, avait donné lieu, selon de nombreux témoignages, à des réactions et interprétations les plus surprenantes. Ainsi, François-René de Chateaubriand dans sa principale œuvre, Les Mémoires d'Outre-Tombe 1841, George Sand dans Histoire de ma vie 1885, ou Jean Giono dans Le Hussard sur le toit, tome 1951, se sont-ils fait l'écho d'images terrifiantes. Ce dernier écrivain s'est même servi de cette épidémie comme formidable révélateur de la nature humaine, saisi de déraison. Comment accepter que les hommes ne répondent à l'Apocalypse que par le bannissement et l'ostracisme, s'exclamait-il. De fait, il a été rapporté, tour à tour, soit des symptômes, décrits avec une réalité saisissante, soit des réactions de la population face à cette épidémie, soit l'étonnement et l'inquiétude fébrile des gens des quartiers pauvres, souvent les plus affectés. Mais surtout, les populations ont toutes raconté la peur, l'impuissance acquise et le désarroi face à un fléau sans imagination. Indépendamment de l'irruption de rumeurs les plus folles quand ce ne sont pas les croyances les plus inimaginables, pour expliquer un mal dont pourtant l'essentiel leur échappait. Des théories conspirationnistes antisémites faisaient par exemple référence en France à un empoisonnement des puits pour affamer le peuple, par les Juifs soutenant un gouvernement de bourgeois. Il faut ajouter qu'il a même été évoqué par ailleurs des connivences en relation avec la religion, la virulence de la maladie en mars 1832 ayant, paraît-il, coïncidé avec une certaine insouciance et bonne humeur de ceux qui voulaient prolonger les festivités de la mi-carême. On a voulu leur faire croire à un châtiment divin des péchés de l'humanité. Au même moment, le corps médical de l'époque, Louis Pasteur et Robert Koch n'étaient pas encore passés par là, se divisaient sur les causes et l'origine du choléra. Toujours donc la recherche de boucs émissaires, phénomène que l'on retrouvera au reste plus tard à travers ces fameuses théories du complot à l'origine du virus responsable de la Covid-19. Toutes ces peurs, ancestrales pour nous, et inscrites au plus profond de l'inconscient collectif, ont laissé d'indiscutables marques de terreur. De fait, il a été retrouvé au début de la pandémie Covid-19 autant de perceptions différenciées selon les continents.
Ainsi, dans la plupart des pays de l'hémisphère sud, nous avons beaucoup regretté un civisme mis à mal, ainsi qu'un déficit de solidarité, de sens de la discipline, d'attitude responsable, ou une insouciance incrédule et une résignation à accepter la fatalité. On sait que par le passé, et dans ces régions-là, ce sont d'abord les épidémies de méningite, tuberculose, fièvre jaune, poliomyélite ou des maladies de l'enfance comme la rougeole qui ont frappé les esprits, avant que les épidémies plus récentes comme le sida ou la fièvre Ebola achèvent de les convaincre d'une punition qui viendrait de nulle part. Par ailleurs, ces populations souvent pauvres ont encore le lourd souvenir, mémoire orale oblige, d'avoir été dévastées par de grandes endémies tropicales comme la lèpre, la trypanosomiase, le paludisme ou la filariose. Des affections graves, parce que véritables fléaux meurtriers ou invalidants, et surtout se traduisant pour nombre d'entre eux, d'origine parasitaire, par des manifestations diffusibles et extensives, quel qu'en soit le mode de transmission. Résultat de la conjonction de facteurs favorisants environnementaux, comportementaux, humains et économiques. Il n'est pas facile, a priori, de condamner un tel ressentiment collectif dans lequel les niveaux de colère et de désarroi se conjuguent en des conditions objectives où les victimes se sentent dépassées. En revanche, dans l'hémisphère nord, l'imaginaire collectif est resté marqué, dès l'apparition de la Covid-19, par les interrogations des populations victimes frappées de sidération. Intoxication par les réseaux sociaux sur l'origine du virus. Défaillance pointant la responsabilité directe de l'homme de n'avoir pu prévoir, ou réalité d'un cataclysme vraiment naturel, attitude de révolte et de surprise, en même temps que quête des apostrophes. Information fiable, impréparation surprenante de systèmes nationaux de santé pourtant considérés comme plus performants par rapport à ceux de l'hémisphère sud. Il est vrai que les épidémies générées par les coronavirus nouveaux ont souvent surpris par les particularités de leur lieu de survenue, de la nature de l'hôte réservoir ou intermédiaire, de la facilité des flambées en foyer, cluster, de contamination ou de notre perception lente mais progressive de la gravité très souvent inattendue des manifestations pathologiques. Situation des plus déroutantes quand il a fallu faire un constat singulier. Avec le SRAS-CoV-1, on était habituellement contagieux en moyenne 3 jours après le début des symptômes, avec des formes d'emblée sévères et obligeant à un isolement immédiat. Or le SARS-CoV-2, qui a suivi 16 ans après, offre la caractéristique de rendre un sujet contagieux plus prématurément que le début des symptômes, au point de pouvoir contaminer d'autres personnes, les formes asymptomatiques étant beaucoup plus fréquentes et les formes symptomatiques non bruyantes s'avérant plutôt bénignes dans 80% des cas. Celles-ci sont d'ailleurs presque toutes volontiers mal comptabilisées, car ou inaperçues ou non signalées, alors qu'elles seraient potentiellement porteuses d'un virus dont la circulation de facto est ainsi difficile à contrôler. Schéma 2. Des épidémies et pandémies historiques. Source: Le Monde. Ainsi donc, les épidémies du passé ont laissé une empreinte réelle et à long terme, des traces traumatisantes qui méritent d'être relevées. Au plan historique. Caractère horrible, redoutable voire maudit pour certains. Peur et panique des populations victimes, allant de pair avec l'importance des pertes humaines. Influence très péjorative des guerres comme celle de l'Antiquité ou de la période médiévale. Extinction de certains empires, romains, byzantins ou de certaines civilisations, amérindiens du Sud, celles-ci décimées par des maladies importées d'Europe, variole, fièvre jaune qu'elles ne connaissaient pas et contre lesquelles elles étaient totalement désarmées. Au plan épidémiologique. Exportation d'agents pathogènes vers d'autres régions du globe, à la faveur de routes commerciales maritimes, Asie-Europe-Amérique-Afrique, ou d'expéditions par des navigateurs recherchant de nouveaux trésors, épis sous terre, Vasco de Gama 1498, Christophe Colomb 1492, Fernand de Magellan 1519. Rencontre et interaction de l'homme avec des vecteurs de maladies, puces, insectes, rongeurs. Découverte de l'existence ou non de réservoirs mal connus, pour des pathogènes mal connus mais prompts à sauter la barrière d'espèces. Possibilité de foyers résiduels d'infection, à l'origine de cas sporadiques. Présence dévastatrice des endémies dites tropicales. Conjonction pernicieuse des conditions économiques, pauvreté sociale, sanitaire, performance des systèmes nationaux, démographique, densité de population, sociale,
peuples les plus vulnérables et climatiques, chaleur et humidité propices à la résurgence ou à l'expansion violente de flambées épidémiques meurtrières? Apparition de l'ère industrielle et développement de zones urbanisées au cours du XIXe siècle, drainant leur lot de misère sociale dans des faubourgs ayant fait le lit de certaines maladies comme la tuberculose ou le choléra, ou des affections se présentant parfois avec de multiples visages cliniques, peste, tuberculose, syphilis, et affublés de divers néologismes. Souvenirs douloureux que furent par exemple les épidémies successives de grippe virale en Russie 1890, Europe 1918, Asie 1957, Hong Kong 1968, Chine 2003, Mexique 2009, avant d'en arriver à la pandémie actuelle 2019. On comprend que l'importance de tels fléaux et les désordres subséquents qu'ils ont engendrés, souvent surprenants par leurs conséquences, et révéler des situations complexes à gérer. Les épidémies plus contemporaines, Sida, Ebola, Zika, nous le rappellent tous les jours. Et la plus récente, la pandémie Covid-19, ne saurait échapper à ce scénario si l'on se réfère à ses multiples facettes, sanitaires, scientifiques, sociales, culturelles, économiques, médiatiques ou géopolitiques. Au point que certains, dont des scientifiques connus, aient pu se hasarder à penser que nous étions peut-être victimes d'une manipulation, tout à la fois scientifique, idéologique, politique, instrumentalisée, médiatique. Nous verrons que d'autres lectures, plus responsables, invitent d'abord à l'analyse lucide de la chronologie et de la vérité des faits, d'où se dégage comme une mise à l'épreuve de la capacité des gouvernants à garantir une véritable réponse efficace de sécurité sanitaire, susceptible de protéger les vies de leur population. Nous pensons qu'il n'était pas sans intérêt d'évoquer les grandes épidémies du passé, tant en ce qui concerne leur contagiosité, leur propagation que leur létalité afin de tenter de cerner ce qui nous arrive aujourd'hui avec cette pandémie en expansion, la Covid-19. Ainsi, grâce à leur histoire, on mesure peut-être mieux de nos jours certaines orientations d'action qui s'imposent. Prendre en compte la nécessité d'identifier les éventuels facteurs qui sont susceptibles de favoriser l'éclosion de ces épidémies, et donc de déceler leur survenue. Souligner l'importance de la rapidité de diagnostic de l'origine et la nature, structure, de l'agent causal. Décrypter si possible, afin de les anticiper, les moments et les conditions où certains pathogènes, en particulier viraux, ont pu subir de brusques transformations, mutations, à la faveur de probables réassortiments ou recombinaisons de gènes. Analyser les moyens qui furent mis en œuvre en son temps, au plan de la prévention de l'apparition de ces épidémies ou du ralentissement de la propagation d'affections aussi imprévisibles que dangereuses. Observer et tenter d'expliquer certains processus mis en œuvre, tels le franchissement de la barrière d'espèce de l'animal à l'homme, dans le cas d'une anthropozoonose. Appréhender la transformation des épidémies en pandémies, et les paramètres d'une telle opération. Comprendre comment les autorités sanitaires des pays ont tenté, au cours de l'histoire de l'humanité, de lutter contre ces fléaux. Les nouvelles menaces de mondialisation du péril sanitaire infectieux. Prédire l'ampleur des fléaux épidémiques est néanmoins devenu un exercice de plus en plus difficile, tant les menaces peuvent se révéler insaisissables, malgré les tentatives de modélisation mathématique dont nous parlerons au prochain chapitre. Un colloque international, qui s'est tenu à Paris, les 21 et 22 juin 2018, sous l'instigation de l'Institut Pasteur et qui réunissait entre autres des chercheurs de renommée comme Arnaud Fontanet France, Laura Simonsen Danemark, Simon Kochme Espagne, Peter Dask USA, Edward Holmes Australie, s'était déjà interrogé sur les principaux paramètres de la menace d'une pandémie meurtrière future. Il est regrettable que des leçons n'en aient pas été tirées par les gouvernants, d'autant que nous savons que les risques, en particulier infectieux, augmentent à partir de la conjugaison de plusieurs éléments interconnectés, les uns brusques, d'autres progressifs. Certaines affirmations avaient pourtant permis de retenir l'attention. En effet, depuis le cauchemar vécu avec la grippe dite espagnole de 1918, apparu d'abord aux USA puis révélé par la presse espagnole, non concernée par le secret militaire, on sait qu'un nouveau mutant du virus grippal, quand il apparaît, est susceptible d'infecter volontiers un tiers de l'humanité si on n'y prend pas garde. On sait que cette mère des épidémies a beaucoup tué, laissant derrière elle l'adage « malade le matin, mort le soir ».
Des interrogations persistent, même si certaines explications sont avancées, quant à savoir pourquoi cette grippe a essentiellement décimé à l'époque des sujets jeunes, 20 à 40 ans, épargnant assez souvent les personnes plus âgées. Le caractère crucial de la détection précoce des patients premiers, souvent sujets à très haut risque, a été relevé. L'importance a été soulignée de l'analyse des autres réservoirs comme la chauve-souris ou des vecteurs comme le moustique-tigre, Aedes albopictus, donc des écosystèmes, du fait même du caractère exponentiel ces dernières années des zoonoses transmises par la faune sauvage. L'intérêt de modéliser le risque d'émergence et de propagation d'un virus à l'échelle des populations, voire identifier les zones à risque, est ainsi devenu croissant en épidémiologie moderne. Le résumé ci-après, graphique 1, fait état des alertes et menaces inventoriées depuis environ un demi-siècle, suite à de nombreux facteurs aujourd'hui de mieux en mieux cernés, et qui ont favorisé, non seulement leur éclosion facile, leur dissémination rapide mais parfois même leur extension et ampleur. Graphique 1, mondialisation du risque infectieux depuis un demi-siècle. Virus véhiculé par le sang, le sperme. Le VIH. Virus véhiculé par le moustique-tigre. Arbovirus responsable de la fièvre jaune, la dengue. Virus du Nil occidental, chikungunya, Zika. Virus véhiculé par de petits rongeurs infectés. Antacoré, USA, Lassa, Nigeria. Virus et bactéries véhiculés par des tiques. Borrelia, maladie de Lyme. Dans les régions tempérées de l'hémisphère nord où de petites souris à pattes blanches jouent le rôle de réservoir d'une bactérie très spéciale. Virus d'Omsk, Sibérie. De rats musqués importés du Canada et véhiculés par une tique des sous-bois humides. Virus Arena, Amérique du Sud. Véhiculé par un insecte gitant dans des coquilles vides des fèves de cacao. Virus véhiculé par des chauves-souris, suite à la déstabilisation puis la colonisation de leur habitat naturel. Endra Australie 1994, Nipah Malaisie 1999. Marburg Ouganda 1967, Ebola, Afrique noire 1976. Coronavirus ancien et nouveau. AH3N2 Hong Kong 1969, AH1N1 Mexique 2009, AH5N1 SARS-CoV-1 Asie 2003, AH7N9 Chine 2003, MERS-CoV Moyen-Orient 2013, SARS-CoV-2 Chine 2019. Il est heureux que les prouesses technologiques modernes aient permis d'identifier rapidement et à chaque fois l'agent causal, mais aussi de partager, pratiquement en temps réel, les informations scientifiques permettant d'appréhender l'épidémiologie, avant de réfléchir aux voies et moyens d'organiser des ripostes adéquates. MapMonde, un révélant les lieux d'éclosion, dissémination et extension des nouveaux virus. Infographie, Olivier Benmoussi, Design Labs, Paris. Sans doute pourrait-on nous reprocher d'entretenir depuis une décennie ce spectre de risque véritable de mondialisation du péril infectieux, un péril dont la principale menace est qu'il peut s'affranchir des frontières géographiques, culturelles, économiques ou politiques, et générer panique, désolation. Au XXe siècle, cette mondialisation fut déjà indiscutablement présente dans la diffusion du péril infectieux. Avec elle, on a vu s'accroître la fréquence des nouvelles pandémies. De sorte qu'en ce début du troisième millénaire, nous sommes aujourd'hui bien plus qu'hier en capacité de tenter autant que possible, à la fois d'anticiper et de nous protéger, si on ne veut pas être gouverné par la peur de l'imprévisible impact de ces calamités sur nos sociétés humaines. Nous sommes donc plusieurs sur la scène scientifique et médicale à avoir des raisons de préoccupation et même d'inquiétude, d'autant qu'il ne s'agit là, on doit en être conscient, que de la partie émergée d'un dangereux iceberg. Au surplus, c'est de l'humanité qu'il s'agit, et les annonces prémonitoires des menaces n'ont pas été absentes du débat, que ce soit du côté des pires scénarios de science-fiction ou plus modestement de nous-mêmes il y a plusieurs années. Au reste, l'Organisation mondiale de la santé confirme cette préoccupation, en prévenant encore récemment de se préparer à pire, car de nouveaux agents pathogènes, peut-être plus mortels, pourraient se répandre à l'échelle planétaire dans l'avenir, alors même que nous ne sommes toujours pas prêts à affronter de tels défis. La relation entre BIODIVERSIT et zoonose. C'est à la suite de la découverte de tous ces agents pathogènes et d'autres, dont l'existence interpelle effectivement et en premier la relation entre biodiversité et zoonose,
ainsi que la relation avec nos modes de vie et les vulnérabilités de notre milieu naturel, que s'est développée la néo-infectiologie. Cette approche fait en effet le constat de l'interaction complexe et croissante entre plusieurs facteurs clés, dont l'agent pathogène, son réservoir, son éventuel hôte intermédiaire, l'environnement et les comportements d'humains. C'est ainsi que les zoonoses, affections se transmettant naturellement des animaux vertébrés à l'homme et vice-versa, ont fini par occuper aujourd'hui l'actualité, du fait qu'elles représentent près de 70% des maladies humaines émergentes. En effet, on a pu identifier, à côté des maladies infectieuses classiques, de causes connues, même si les succès contre certaines d'entre elles semblent difficiles à consolider, et à côté des maladies infectieuses réémergentes, qui apparaissent à l'occasion de conditions nouvelles, sous forme ou différentes ou plus sévères ou plus résistantes, des maladies dites émergentes qui ont explosé alors que l'agent causal était préalablement inconnu ou la maladie existait mais se révélait soudain par un caractère épidémique significativement anormal. C'est ici que s'inscrivent en particulier les affections dues au coronavirus nouveau type SARS-CoV-2. L'homme est responsable des perturbations des écosystèmes des espèces sauvages comme la chauve-souris et d'autres. Par ailleurs, il y a dans des continents comme l'Afrique, de nombreux impacts mal décelés résultant de forages pétroliers, d'extractions minières, de déforestations imposées dans des zones qui autrefois abritaient de faibles densités de population humaine. Notre capacité à contenir l'apparition de maladies émergentes est ainsi volontiers compromise par notre mauvaise ou insuffisante compréhension de la biodiversité et des menaces qui la guettent, s'agissant de la santé humaine ou plus généralement animale. Il nous faut, d'évidence, tourner le dos à notre instinct de domination des règles de la nature, car cette attitude nous a valu 2 cris majeurs, l'une portant sur la biodiversité, l'autre sur le climat. Avec à chaque fois, toujours les mêmes questions. Quelles sont les voies et moyens de repérer et combattre les multiples facettes de l'irruption d'un tel péril infectieux ? Il faudrait, pour y répondre, se rendre à l'évidence que la question des interrelations entre biodiversité, écosystèmes et zoonoses impose des connaissances de plus en plus documentées pour lui trouver des explications fiables, et donc un commencement de réponse. C'est vrai qu'on assiste depuis quelques décennies à une augmentation plutôt significative de la fréquence d'apparition d'épidémies, essentiellement d'origine virale. Nous avons rapporté et résumé cette situation il y a quelque temps, à propos du monde fascinant, redoutable et rebelle des microbes, 17a. On comprend que depuis lors, le concept santé se soit élargi à la faveur de ces données partant de la cible, l'individu, la famille, la collectivité, pour glisser vers l'approche plus intégrée, reconnue par l'OMS, d'une santé globale au carrefour de la santé humaine, de la santé animale et de la santé environnementale. Cet environnement est en effet concerné par la rupture des chaînes trophiques et en particulier le rôle joué par des déterminants majeurs comme la déforestation imposée qui, dans ses effets pervers, bouscule l'habitat naturel, dès lors détruit, violé, fragmenté ou déstabilisé, de la faune sauvage terrestre, conduisant celle-ci à se rapprocher davantage des humains, avec son cortège de potentiels micro-organismes vivants devenant véhicules d'infection. Ces corrélations entre destruction des écosystèmes, changements écologiques globaux et augmentation de la prévalence des maladies infectieuses émergentes ont de facto aggravé le risque de zoonose, à travers plusieurs facteurs de mieux en mieux documentés par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, FRB, notamment dans sa mobilisation récente sur les liens entre Covid-19 et biodiversité. Facteurs écologiques, climatiques, épidémiologiques, adaptatifs, changement de comportement des humains ou des espèces sauvages réservoirs de pathogènes, mais aussi facteurs de développement affectant soit les milieux naturels préexistants, soit les habitudes de consommation des populations humaines. Une intrication complexe qui incite à rester conscient de cette possibilité de confrontation potentielle avec ces agents, ou de conjonction entre les facteurs précités. Ainsi, une meilleure connaissance de l'écologie des espèces a-t-elle pu permettre certains diagnostics présomptifs lesquels ont conduit par exemple, comme nous le verrons en détail plus loin dans le cas du virus responsable de la Covid-19, à identifier la chauve-souris comme hôte naturel et un probable hôte intermédiaire, le pangolin étant fortement suspecté. Il se trouve donc que 70% des maladies émergentes de l'époque contemporaine sont des zoonoses transmises à l'homme, parmi lesquelles les 2 tiers au moins seraient liés à la faune sauvage.
Selon le plus récent rapport biennal septembre 2020, de l'ONG internationale le Fonds mondial pour la nature WWF, l'ampleur de la perte de biodiversité mondiale, entre 1970 et 2016, serait de 68%. Encore qu'un tel chiffre, trop globalisant et donc toujours difficile à interpréter, cache mal les vraies tendances mondiales, par exemple quand on constate que des espèces rares sont remplacées par des espèces ayant moins de valeur pour la biodiversité. Il n'empêche que ce baromètre de la santé des écosystèmes, qui confirme un réel déclin de nombreuses populations de vertébrés sauvages, ne peut que préoccuper, ses racines étant à rechercher du côté de la crise écologique certes, érosion des terres, surexploitation des mers, pollution, prolifération d'espèces invasives, changement climatique, mais aussi de nos modèles de production agricole, de consommation des protéines animales, soit d'une manière générale les activités humaines de l'époque moderne et qui pèsent déjà beaucoup dans espace zone critique, de vie que nous occupons dans la nature. La notion de RISQEMENACEDANGER en santé publique. On peut, dans une première approche, assimiler la notion de risque en santé publique à la probabilité d'une issue sanitaire défavorable ainsi que les facteurs qui augmentent cette probabilité. Globalement, il s'agit de la probabilité que des effets sur la santé surviennent à la suite d'une exposition ou une vulnérabilité de l'homme à une source de menace considérée par elle-même comme un danger. En fait, il faudrait voir une telle situation sous plusieurs angles. Risque en médecine, c'est ce que nous apprennent trois disciplines médicales majeures, l'anesthésiologie, la chirurgie et la réanimation dans leur enrichissement mutuel. Le risque en médecine est ainsi défini comme une probabilité de dommage pouvant être causée par un événement redouté ou non désiré. C'est en particulier ainsi qu'il se présente en anesthésie, quand on doit mettre en interface les trois paramètres fondamentaux de probabilité de survenue, de gravité des dommages potentiels et de perception individuelle ou collective que l'on en a. Difficile parfois à évaluer, notamment quand il s'agit de la gravité au plan financier, des dommages corporels ou psychiques, l'appréciation de la situation se fonde volontiers sur des barèmes d'incapacité, score, échelle, indice de gravité. Les différentiels sont alors définis, lorsque par exemple il faut le distinguer du risque chirurgical proprement dit, à partir de la gravité de l'intervention ou des conséquences liées ou consécutives à l'acte opératoire ou à l'état préopératoire du patient. Risque en santé qui affiche aujourd'hui de nouveaux visages, selon que les facteurs sont environnementaux, chimiques, pesticides perturbateurs endocriniens, engrais azotés polluants des nappes phréatiques, technologiques, en milieu industriel, ou infectieux, circulation de pathogènes vivants. De là une obligation de vigilance qui peut aller de l'évaluation du risque à la gestion de ce risque, en passant par l'analyse, la surveillance, l'anticipation, la protection, la veille, l'alerte de risque. Risque en santé publique, qui nécessite de distinguer la probabilité d'être atteint ou exposé ou vulnérable ou menacé qu'un danger survienne. Risque, à la différence d'un danger effectif, que les Anglais appellent hasard, qui est la possibilité, l'éventualité de créer un dommage. Reste que tout risque en santé publique impose de ce fait des attitudes de prévision, des facteurs de vulnérabilité, prévention, protection, précaution, quand on est aux frontières de l'incertitude scientifique, anticipation dans un horizon temporel défini, surveillance, qui implique un dispositif fiable de veille et alerte, préparation aux situations de crise sanitaire, en se fondant notamment sur des données épidémiologiques relatives à la contagiosité, la virulence et la létalité, triade inséparable dans l'analyse du déroulé des apostrophes. Un phénomène épidémique. L'étude du risque zoonotique en est une belle illustration. Risque considéré au plan de la culture des peuples, à travers le différentiel de perception anthropologique des populations et selon les contextes. Que signifierait en effet un danger de santé publique pour l'Africain moyen volontiers fataliste, qui ne se mettrait pas en capacité de prendre en compte sa propre perception d'un risque pour sa santé? Comment lui faire accepter que tout homme devrait comprendre qu'il y a aujourd'hui un réel problème d'habitabilité de la Terre, et qu'il doit apprendre à vivre avec les émergences infectieuses, en reconnaissant que celles-ci pourraient s'avérer imprévisibles. On aborde ici l'équation cruciale de l'ignorance, mère de la peur, et qui fait que la perception des menaces dépend beaucoup de l'impression que se fait le citoyen des risques encourus, y compris de l'incrédulité de ce même citoyen,
ainsi que nous l'avons observé dans certaines contrées d'Afrique centrale. Même si cette perception peut être modulée voire même influencée par le discours scientifique devenu source convaincante, hélas pas forcément pour tous, d'un nouveau langage de communication. La méconnaissance d'un risque, d'une menace ou d'un danger reste directement corrélée à la nature de l'effet sanitaire potentiel, et doit donc s'appuyer chaque fois que nécessaire sur les données scientifiques les plus fiables possibles pour être éclairantes. Nous devrions en fait essayer de restituer les rapports de l'homme au regard des risques en santé publique, dans leur lien avec les différentes épaisseurs du vécu. C'est la problématique même d'intériorisation de ce risque qui est interpellée ici, et à partir de là, les contours d'une responsabilité prenant appui sur l'environnement socio-culturel. En faisant toutefois attention de ne pas être trop réducteur ou simpliste, oubliant par exemple l'importance à accorder à la culture des sociétés humaines, et donc l'intérêt d'inscrire les variables désocialisées ou déculturées dans le champ des analyses. À ce titre, il apparaît utile de prendre en compte autant les affects de chacun, et qui peuvent déterminer certains comportements, les contextes, les rationalités, parfois divergentes ou présupposées, que la pensée sociale du sens commun de construction du risque, cette dernière pouvant reposer sur des croyances partagées ou non, selon l'analyse faite par le neuroscientifique Dieguez 15. Reste qu'avec la pandémie Covid-19, un continent comme l'Afrique s'est trouvé engagé dans une course contre la montre, essayant alors, comme d'autres, de se barricader derrière des frontières géographiques transnationales, du fait du risque annoncé d'une vague épidémique que l'on disait différer dans le temps. Il est vrai que ce n'est pas le seul continent à avoir eu un tel réflexe. N'en demeure pas moins des préoccupations résultant de l'imprévisibilité d'oscillations, parfois chaotiques, des mouvements de flux et reflux de vagues épidémiques susceptibles à tout moment de se muer en tsunamis sanitaires destructeurs. Aussi n'est-il pas toujours aisé, dans ces conditions, de pénétrer toute la mécanique de l'impact des épisodes épidémiques et encore moins celle d'une pandémie comme la Covid-19. Toute société humaine devrait, de ce fait, acquérir une culture raisonnée du risque. Sans doute, mal préparée à une telle éventualité, elle pourrait se diviser entre les assertions des scientifiques, même si elles sont paradoxalement haïes par certains obscurs personnages, les positions, voire injonctions des politiques, les informations véhiculées par les médias, les mouvements de pensée ou d'opinion, le rejet du moindre principe de précaution mal compris ou accepté, voire les cris d'orfraie des Cassandres de toute origine. Mais cette conscience d'une culture du risque et qu'il faut s'approprier et enseigner, semble d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'elle pourrait éviter à l'occasion de l'expansion d'une pandémie gravissime, de générer une fracture entre la science, la société et la politique. Celle-ci pourrait en effet conduire à une impression de flottement ou d'incohérence des autorités administratives. D'où naîtrait une forme de perte de confiance des citoyens facilement habités, dès lors, d'un sentiment de frustration, de risque de lassitude, sans aller jusqu'à la révolte, ou d'enlisement dans le ressenti de n'avoir pas suffisamment participé au dialogue prédécisionnel sinon à la logique décisionnelle elle-même, notamment à l'occasion d'opérations critiques telles le confinement, déconfinement ou reconfinement. Le fait est que ces attitudes de différentiel de perception ont parfois nui à la réussite des mesures de sécurisation sanitaire des citoyens, en même temps qu'elles donnaient lieu à une levée de boucliers pour ceux qui craignaient de voir sacrifier à la fois leurs libertés individuelles, leur survie économique et pour tout dire leur envie de vivre. Mais on sait que la perception très évolutive de la gravité d'une pandémie, ayant accompagné des prises de décision souvent difficiles, peut être contrariée de manière regrettable, par la distance entre l'acceptation sociale et humaine d'une certaine situation face à la prise de responsabilité qui s'impose des gouvernants. Ceci, au regard d'une affection qui au départ, était trompeuse puisque ne paraissant guère sévère que pour moins de 15% des patients et létale pour moins de 2% de la population, même si de tels chiffres peuvent parfois cacher une réalité plus complexe selon les tranches d'âge. On peut se demander si cette perception des populations, que celle-ci soit de l'hémisphère nord ou sud, aurait été meilleure si les citoyens de ces pays avaient été avertis de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.